Au début de cette rue, j'ai rencontré le panneau A, B, C. On peut voir que ici vous avez un marquage au sol qui nous dit qu'on peut rencontrer les cyclistes qui viennent dans l'autre sens de circulation. On rencontre ce type de marquage au sol dans les routes où on est à sens unique et qu'on roule à petite allure aussi. Dans ces endroits-là, les cyclistes ont le droit de remonter en contresens la rue. Donc c'est pas uniquement le sens unique, parce que le sens unique, les cyclistes n'ont pas l'autorisation de remonter dans l'autre sens. Ça va être celui-ci. C'est-à-dire que nous, on est dans ce sens de circulation et les cyclistes ont l'autorisation de remonter dans ce sens-là aussi, notre route. Donc c'était réponse C. Cette croix m'informe que les véhicules venant d'en face sont au feu rouge. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux tourner à gauche sans laisser la priorité de passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Donc, vous voyez, quand il y a un feu tricolore comme ça pour les véhicules d'en face, et que vous avez dans ce sens-là, donc de notre côté, une croix qui est allumée comme ça, qui est rouge, ça veut dire que leur feu est au rouge, pas orange, hein, rouge. Donc ils ont l'obligation de s'arrêter et de patienter le feu vert. Donc est-ce que ça m'informe que les véhicules venant d'en face sont au feu rouge? Oui, réponse A. Est-ce que je peux tourner à gauche du coup sans laisser la priorité en face? Comme ils sont au feu rouge, je n'ai pas à laisser la priorité en face puisqu'ils doivent s'arrêter à leur feu rouge. Donc c'était réponse A et C. Je maintiens mon allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, on vient de voir ce fameux piéton qui était en train de courir le long du trottoir. Maintenant, que va-t-il faire? On ne sait pas. Déjà, il est à cheval sur le trottoir, donc il peut très bien perdre l'équilibre en mettant le pied sur le rebord. Ensuite, il peut y avoir une portière ici qui s'ouvre et lui va faire un écart. Il peut aussi avoir l'intention de courir tout du long ici, donc avec les risques de portière qui s'ouvrent et de perdre l'équilibre, mais il peut aussi décider de traverser pour aller de ce côté-là, ou alors revenir sur le trottoir. Ça, on ne sait pas encore ce qu'il a l'intention de faire. Donc, à cause de toutes ces possibilités-là, parce que c'est à nous, conducteurs, d'imaginer toutes les possibilités. Où est-ce qu'il va aller? Ce qui fait qu'on va adapter l'allure par rapport à ça et on va se tenir prêt à s'arrêter s'il tombe, s'il fait un écart à cause d'une portière ou s'il désire traverser. Là, vous allez voir, c'est surprenant, il va traverser. Donc, si moi, je n'anticipe pas et je lâche pas l'allure, je pourrais le percuter. Donc c'était réponse B. En règle générale, un véhicule de transport en commun est prioritaire lorsqu'il quitte son arrêt. En agglomération, oui, réponse A, non, réponse B. Hors agglomération, oui, réponse C, non, réponse D. Ça, c'est à savoir par cœur. Les transports en commun sont prioritaires quand ils quittent leur arrêt, hein, quand ils sont en agglomération. Hors agglomération, ce n'est pas obligatoire. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir une trop grosse différence de vitesse entre nous et le véhicule qui voudrait quitter son arrêt. C'est pour ça que c'est pas obligatoire hors agglomération. Par contre, ça l'est en agglomération. Donc, c'était réponse A et D. Le véhicule doit s'arrêter en A, B,
Alors là, on arrive sur un passage piéton et on voit qu'à l'entrée du passage piéton, il y a un piéton qui attend et qui voudrait traverser. Alors ça s'appelle une zone tampon, ce marquage au sol qui est là. Donc la zone tampon, c'est que vous avez une ligne d'effet, vous savez, comme au niveau des feux tricolores, c'est la même chose. Donc c'est situé à peu près entre 2 et 5 mètres avant le passage piéton. Et donc, ça vous montre où vous devez vous arrêter s'il y a un piéton qui a l'intention de traverser au passage piéton. Si vous n'avez pas de piéton au passage piéton, vous n'avez pas à prendre en compte ce marquage au sol-là et vous pouvez continuer de circuler. Comme dans les feux tricolores. Votre feu est vert, vous oubliez le marquage au sol. Votre feu est orange ou rouge, vous savez où vous devez vous arrêter. Donc ça s'appelle, c'est une ligne d'effet en fait. Donc le véhicule doit s'arrêter où? Eh bien, il doit s'arrêter en A, au niveau de la ligne d'effet, pour pouvoir respecter la fameuse zone tampon du passage piéton. Cette signalisation interdit à ce motard de s'engager sur cette route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Ça, pour les nouveaux, c'est une des nouvelles questions suite à la réforme du code de la route qui a été activée en septembre 2023. D'ailleurs, à ce jour, sauf erreur de ma part, au moment où je fais cette vidéo, il semblerait que je sois la seule encore à vous proposer des questions qui soient conformes à l'examen du code de la route. Vous devez avoir des points de vue qui sont différents, des encadrements pour vous cibler où c'est. Donc là, les points de vue, ça peut être le motard, ça peut être un cycliste, un poids lourd, tous ces différents symboles. Vous devez aussi avoir le nombre de questions qui est mis ici, hein, et puis des formulations de questions qui sont différentes aussi. Alors, comme pour l'instant, il semblerait que je suis la seule, je me dépêche pour vous en mettre un maximum possible pour que vous puissiez avoir pas mal de séries d'entraînement, pour que vous puissiez passer votre examen de code de la route le plus sereinement possible. Donc ça, c'est la norme qui est faite pour 2023 et l'examen du code de la route pour 2024 aussi, hein. Donc, si vous voulez pas louper mes futures vidéos, pensez à vous abonner et à mettre la petite cloche de notification pour être au courant de mes futures vidéos. Et si vous appréciez mon contenu, que vous estimez qu'il est de qualité, mettez un like, ça c'est pour me faire plaisir. Alors, je vais répondre à cette fameuse question. Là, c'est un motard qui circule, donc ça ne le concerne pas, ce panneau-là. Ici, ça veut dire route pour automobile. Ça veut dire que il y a certains usagers de la route qui n'ont pas le droit d'utiliser cette route-là. Ce sont les mêmes qui n'ont pas le droit d'utiliser l'autoroute. Donc, ça va être les piétons, les tracteurs, les véhicules de traction animale, les véhicules lents. Tout cela n'ont pas le droit d'utiliser cette route-là. Mais les voitures, les motos, les poids lourds peuvent utiliser cette route-là sans aucun problème. Donc, c'était réponse B. Si je m'arrête, ce piéton pourra traverser en toute sécurité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc on voit bien que le piéton a l'intention de traverser. Alors se pose du coup la question, est-ce que je m'arrête ou pas? On peut voir aussi qu'on est en sens unique. Il y a un feu tricolore de chaque côté, avec deux voies de circulation dans ce sens-là. Le problème, c'est que dans la voie de gauche, si on regarde dans le rétroviseur, il y a un usager de la route qui se trouve derrière dans notre rétroviseur intérieur. Donc, si moi je m'arrête, le problème c'est que là, je lui cache la visibilité. Et là, dans cette situation, il y a un gros risque que le véhicule qui est ici ne voit pas le piéton. Pourquoi? Parce que moi, je suis pile dans l'axe entre lui et le piéton. Et donc, le piéton non plus ne verra pas la voiture arriver et il risque de se faire écraser. Du coup, il peut pas traverser en toute sécurité. Donc, c'était réponse B. J'aborde une zone piétonne, réponse A. Une zone de rencontre, réponse B.
Alors, je rappelle qu'avec le nouvel examen du code de la route, là, on va vous poser plus de questions sur la connaissance des panneaux. Donc ça, vous ne devez plus faire d'erreur là-dessus. La zone piétonne, c'est ce panneau-là. Et la zone de rencontre, c'est celui-ci. À savoir par cœur, vous ne devez plus faire d'erreur. Donc là, c'était réponse B. Ce véhicule est mal stationné. Je m'écarte et le dépasse. Réponse A. Je ne le dépasse pas et m'arrête. Réponse B. Alors, si je décide de le dépasser, moi je vais me retrouver ici et donc je vais empiéter la voie de ceux d'en face. Le problème, c'est que là, il y a quelqu'un qui arrive en face et lui est prioritaire, il roule dans sa voie comme si de rien n'était. Moi, je vais emprunter la sienne. Donc, je n'ai pas le droit de lui dire, allez, arrête-toi, je vais dépasser celui-ci et puis tu pourras reprendre ta route. Je ne suis pas prioritaire dans cette situation-là. Donc, c'est je ne le dépasse pas et je m'arrête, j'attends que celui-ci passe et ensuite j'irai. Réponse B. Je vais devoir circuler dans la voie A, B, C. Alors là, il n'y a pas de marquage au sol qui nous aide. Souvent, c'est plus lisible le marquage au sol. Là, c'est à moi de bien observer les panneaux. Donc, quand je vois plein de panneaux comme ça d'un seul coup, ben, j'ai intérêt à bien adapter mon allure pour pouvoir anticiper ça. C'est une petite aparté pour vous quand vous serez en conduite plus tard. Donc là, il y a plein de choses à lire. Donc, on nous dit qu'il va y avoir une voie réservée qui sera ici. Donc, on nous confirme d'ailleurs que c'est interdit de circuler dedans, sauf pour les bus. Donc, je n'ai pas le droit d'aller dans la voie C. Donc ensuite, il me reste la A ou la B. Eh bien, je dois, avec ce panneau-là, ça m'informe que je dois utiliser cette voie-là. Je n'ai pas le droit d'utiliser celle-là. En fait, celle-là, c'est pour ceux qui arrivent en face. Donc, si j'utilise la A, je serai en contresens de circulation. Donc, je n'ai pas le choix, en fait, c'est la B. Réponse B. Quelle que soit la vitesse, le contrôle de la trajectoire, ESP, évite les sorties de route en virage. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'ESP, ça permet d'améliorer l'adhérence et la trajectoire de votre véhicule. En fait, ça va intervenir sur votre système de freinage et puis sur le moteur aussi. Et donc, ça va permettre de pouvoir faire un freinage ciblé sur une ou plusieurs roues afin de pouvoir aider le véhicule à reprendre le bon chemin. Mais il y a des limites à tout. Ça ne peut pas être efficace non plus dans 100% des cas. Donc, ça n'évite pas non plus les sorties de route. Ça va limiter les risques, mais ça n'évite pas les sorties de route. Donc, c'était réponse B. Mon passager veut prendre le bus. Je le dépose à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. On observe ici un aménagement pour les bus avec une ligne jaune continue, d'accord. Les arrêts de bus, ça c'est une règle générale, à savoir, vous n'avez pas le droit de stationner, mais vous n'avez pas le droit de vous arrêter non plus. D'accord? Sauf si c'est la circulation qui vous impose un arrêt, mais là c'est pas considéré comme un arrêt d'arrêt et stationnement. Donc un arrêt pour déposer un passager est strictement interdit au niveau des arrêts de bus. Donc là c'était réponse B. Sans compétence particulière, j'ai le droit d'utiliser un défibrillateur automatique. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Donc le DAE, défibrillateur automatique externe, c'est conçu pour que tout le monde puisse l'utiliser. Vous avez une notice, vous avez une explication, même en audio, ça vous parle en même temps pour vous dire ce qu'il faut faire. Et l'appareil fait tout lui-même, mais lui il vous dit juste où placer tout ça. Et l'appareil permet de reconnaître s'il y a une anomalie de fonctionnement du cœur de la personne qui ne va pas bien. Et donc en fonction de ça, elle va décider de faire une charge automatique ou de délivrer le choc automatiquement. Donc c'était réponse A. En cas d'incendie, mon véhicule protège efficacement des fumées. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc non, un véhicule ne protège pas du tout des fumées toxiques. Il y a toujours des aérations qui passent. Quand vous êtes dans un tunnel et qu'il y a des fumées toxiques, vous devez, si personne ne l'a fait déjà dans un premier temps, alerter par le poste de sécurité la sécurité du tunnel, les personnes qui travaillent dans le tunnel, il y a un système de sécurité pour ça. Et ensuite, allez vous protéger en allant dans une sortie de secours. Là, c'est le seul endroit où vous serez protégé des fumées toxiques et de la chaleur. Donc là, c'était réponse B, non. Mon temps de réaction peut varier en fonction de la météo, réponse A, de la vitesse de mon véhicule, réponse B, de mon état de fatigue, réponse C, de mon degré d'alcoolémie, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le temps de réaction? C'est entre le moment où le conducteur a vu et le moment où il va agir. Donc là, il met du temps pour agir. La durée moyenne, elle est à peu près évaluée à 1 seconde. Mais ça peut atteindre des fois 2 secondes ou plus, en fonction de votre vigilance, de l'état du conducteur, l'état physique du conducteur aussi, comme la fatigue, la distraction, parce que vous avez par exemple des passagers ou vous êtes à fond dans votre musique, de la radio, mais ça peut être aussi la prise d'alcool, de drogue, de médicaments aussi. Donc là, ça ne va pas évoluer en fonction de la météo, ça n'a rien à voir, vous allez juste voir peut-être les choses plus tard. La vitesse du véhicule, c'est pareil, ça changera rien. Donc c'est réponse C et D. Hors agglomération, une bonne acuité visuelle, entre 8 et 10 dixièmes, me permet de lire un panneau de limitation de vitesse à 50 mètres, réponse A, à 100 mètres, réponse B, à 150 mètres, réponse C, à 200 mètres, réponse D. Alors, hors agglomération, une bonne acuité visuelle me permet de lire un panneau de limitation de vitesse jusqu'à une distance d'environ 150 mètres. Et j'ai bien dit jusqu'à. Ce qui veut dire que en dessous, 50 mètres, 100 mètres, je peux aussi les lire. Donc là, il y avait 3 réponses à donner. À 50 mètres, réponse A. À 100 mètres, réponse B. Et à 150 mètres, réponse C. A, B, C. J'allume les feux de détresse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc lorsqu'il y a un bouchon, on met les feux de détresse en effet, mais à condition qu'on soit le dernier de la file, pour prévenir d'un ralentissement sur l'avant. Là, si on regarde dans le rétroviseur, on voit bien qu'on n'est pas le dernier de la file, donc mes feux de détresse ne servent plus à rien, parce que depuis tout à l'heure, lui, il a la même allure que moi. Donc je ne mets pas mes feux de détresse. Réponse B.
Je dois attendre que le moteur soit froid pour faire la pointe du liquide de lave-glace. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc le liquide lave-glace qui est ici, avec le réservoir qui est là, il faut le surveiller régulièrement parce que l'objectif c'est d'en avoir toujours dans votre réservoir, de manière à pas vous retrouver dans une situation où par exemple vous avez plein de boue de projeté par exemple par un poids lourd que vous avez croisé, plein de boue de projeté sur votre pare-brise, vous n'y voyez plus rien et comme vous n'avez plus de liquide lave-glace, les essuie-glaces vont balayer un peu la boue, mais ça va plutôt l'étaler sur votre pare-brise qu'autre chose, donc vous n'y verrez plus rien, d'accord? Donc toujours avoir du lave-glace dans votre réservoir. Alors est-ce qu'il faut attendre que le moteur soit froid pour remplir le lave-glace? Non, ça n'a rien à voir avec votre moteur de voiture, d'accord? Là c'est juste un réservoir pour injecter de lave-glace sur votre pare-brise. Donc c'est complètement distinct, vous pouvez le mettre à chaud ou à froid, il y a peu d'importance. Le liquide où il faut faire attention, pour rappel, à ne pas faire à chaud, c'est le liquide de refroidissement, où là vous allez vous brûler, d'accord? Donc là, lave-glace, aucun souci. Donc c'était réponse B. Avec ma remorque, je fais plus de 7 mètres de long. Je peux utiliser la voie de gauche pour dépasser. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors on observe ici que on est sur l'autoroute d'ailleurs, parce qu'il y a l'aire de Somsou qui est en bleu, donc comme c'est bleu, c'est l'autoroute. Mais que ce soit l'autoroute ou une route à accès rapide, la règle va être la même. En fait, les véhicules qui font plus de 3,5 tonnes ou les véhicules qui mesurent l'ensemble, donc ça peut être le véhicule tout seul ou un ensemble, c'est-à-dire la voiture plus la remorque ou la caravane, qui font plus de 7 mètres. Donc tous ceux qui dépassent donc plus de 3,5 tonnes ou qui font plus de 7 mètres, n'ont pas le droit d'utiliser la voie la plus à gauche quand il y a 3 voies. Donc c'est s'il y a 3 voies. La voie la plus à gauche, dans ce cas-là, est interdite à l'utilisation. Là, il y en a 2. Donc je peux utiliser la voie de gauche, même si mon ensemble mesure, comme c'est indiqué, plus de 7 mètres de long. Donc c'est réponse A. Ce symbole aide à l'éco-conduite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis en sur-régime. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ce voyant là que vous voyez, ce symbole là, il nous conseille pour changer de vitesse au meilleur moment pour consommer le moins possible. Donc c'est bien une aide à l'éco-conduite. En fait, il nous indique quand nous sommes soit en sur-régime, soit en sous-régime. Alors quand la flèche elle est vers le bas, ça veut dire que je dois diminuer ma vitesse. Ça veut dire que il faut apprendre le terme, donc je vous le redis, je dois rétrograder. Donc par exemple j'étais en 4e, je dois repasser en 3e. Alors pourquoi? Parce que ici, c'est parce que je suis en côte et que ma voiture elle a plus de difficulté à monter la côte en 4e par exemple qu'en 3e, parce qu'en 3e elle a plus de puissance. Donc là, je vais vite me retrouver, si je rétrograde pas, je vais vite me retrouver en sous-régime. À ne pas confondre avec l'autre symbole, vous avez vu, c'est la même chose quasiment à l'inverse, où là c'est quand on est en sur-régime, ça veut dire que là le moteur il hurle, on le fait monter dans les tours. Dans ce cas-là, je dois passer la vitesse supérieure, celle du dessus. Donc là, c'était est-ce que ce symbole aide à l'éco-conduite? Oui, réponse A. Est-ce que je suis en sur-régime? Non, réponse D. C'est en sous-régime que je suis. Je dois diminuer ma vitesse, donc rétrograder ma vitesse.
Donc c'était A et D. En activant cette commande, j'empêche l'ouverture de la portière. De l'intérieur, réponse A. De l'extérieur, réponse B. De l'intérieur et extérieur, réponse C. Alors, si je l'actionne, eh bien, je ne pourrai pas ouvrir la voiture de l'intérieur. C'est pour éviter que l'enfant ouvre une portière en roulant, par exemple, ou qu'il ouvre le portière même si vous êtes arrêté, hein, et que il ouvre la portière au moment où une voiture qui passe, qui vous dépasse. Là, il va se faire arracher la portière, puis lui, peut-être aussi, va être accidenté. Donc, ça sera vous, quand vous allez descendre de la voiture, qui allez donc ouvrir la portière de l'extérieur, avec la poignée extérieure uniquement. Ce qui veut dire que c'est pas lacé non plus. Elle est bloquée seulement de l'intérieur, donc réponse A. En cas de début d'incendie, je dirige la pulvérisation de l'extincteur vers la base des flammes, réponse A, vers le sommet des flammes, réponse B. Alors, si vous vous rendez compte que votre voiture ou qu'il y a un véhicule qui prend feu, qu'est-ce qu'il faut faire? Le plus dangereux de tout, c'est l'ouverture du capot. Pourquoi? Parce qu'au moment où vous allez ouvrir votre capot, là, il va y avoir un appel d'air qui va se faire. C'est-à-dire que l'air va vouloir rentrer brutalement dedans. Et puis à partir du moment où il va y avoir un appel d'air, eh bien ça va attiser les flammes. Ça veut dire que le feu, lui, il va vouloir augmenter encore plus fort. Pourquoi? Parce qu'il y a de l'oxygène qui rentre. Au lieu d'étouffer, l'oxygène rentre et là, le feu va devenir plus important. Donc surtout quand vous ouvrez votre capot, il va falloir être super vigilant. Donc comment faire? Il vaut mieux s'accroupir devant la calandre là, et puis donc de repérer le système d'ouverture hein, pour savoir où on ouvre, et vous ouvrez tout doucement, le plus doucement possible, pour éviter justement ce fameux appel d'air, pour qu'il y ait le moins d'oxygène possible et pour éviter que la flamme augmente. Si vous avez un extincteur, il faut l'orienter vers les flammes, mais au plus près du foyer. C'est quoi le foyer? C'est le départ du feu, donc au plus près de cette zone-là. Attention, hein, l'extincteur, ça n'est efficace qu'en début d'incendie. Hein. Une fois que c'est bien étalé sur le véhicule, vous pouvez plus rien faire d'autre. Ce que vous pouvez peut-être faire, c'est éviter que ça se répande autour du véhicule, mais pour votre véhicule, c'est fichu. Donc, en cas d'incendie, je dirige la pulvérisation de l'extincteur vers la base des flammes. Donc, c'était réponse A. Je circule dans la bonne voie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, nous avons en fait sur la chaussée, il y a deux voies, celle-ci, donc dans ce sens de circulation là, et dans ce sens-là. Les marquages que vous voyez ici et là, ce sont les lignes de rive. Pour pouvoir, si besoin, s'arrêter ou pas en fonction du marquage, hein, si c'est une ligne continue ou une bande d'arrêt d'urgence ou autre. Ça, c'est la ligne de rive. Ça fait partie de l'accotement. Ce n'est pas une voie de circulation. Donc, du coup, je suis sur la bonne voie ici. Je circule dans la bonne voie. Réponse A. Ce panneau annonce que la vitesse sera limitée à 110 km/h. Sur 1000 mètres, oui. Réponse A. Non. Réponse B. À 1000 mètres, oui, réponse C. Non, réponse D. Alors là, le panneau nous annonce ici que nous aurons, vous voyez bien, 2 voies de circulation pour nous, parce qu'il y en aura 4 au total. Mais j'ai 2 voies de réservées pour moi.
Donc je sais que j'ai deux voies pour moi dans mon sens de circulation qui sera soit séparée par une ligne continue, soit par un terre-plein central. Si je suis séparée par un terre-plein central, ma limitation de vitesse sera à 110 km/h. Si ce n'est pas un terre-plein central, mais uniquement une ligne continue, ma vitesse sera alors de 90 km/h, ma limitation de vitesse. Donc ça, je ne sais pas. Donc ce panneau annonce que je serai limité à 110 km/h. Bien, non, sur 1000 mètres ou à 1000 mètres, non, parce que je ne sais pas si c'est une ligne continue ou un terre-plein central. Si ça n'est qu'une ligne continue, je serai limité à 90 km/h et pas 110. Donc c'est non sur les deux. Réponse B et D. Covoiturer permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui, réponse A. Non, réponse B. De partager les frais de route. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, qu'est-ce que c'est que le covoiturage? C'est proposer à quelqu'un de l'emmener parce qu'on va au même endroit, par exemple. Je pense à des collègues de travail. Vous pouvez très bien vous faire du covoiturage. Allez, une semaine, c'est un qui prend une voiture, une autre semaine, c'est un autre, et ainsi de suite. Ça permet d'économiser de l'argent, d'économiser du carburant et de polluer moins. D'ailleurs, maintenant, on crée même des places de parking spéciales covoiturage pour justement inciter les gens à faire de plus en plus de covoiturage. Donc, covoiturer, ça permet d'utiliser un seul véhicule pour un trajet commun. Oui, réponse A. Et ça permet aussi de partager les frais de route. Oui, réponse C. Je circule à la bonne allure. Oui, réponse A. Non, réponse B. Donc là, on peut voir qu'on est sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'il nous dit? C'est que l'aire de repos, là, ici, il est bleu. Confirmation, il y a le panneau 130 km/h. Mais à la limite, même s'il n'y avait pas eu ce panneau-là, vous devez savoir qu'on est sur l'autoroute. Donc, en règle générale, par temps sec, la limitation de vitesse, elle est à 130 km/h. Par contre, ici, on constate qu'il pleut. On le voit bien devant, on le voit bien dans le rétroviseur. Donc, à partir du moment où il y a une mauvaise météo, on passe de 130 km/h à 110 km/h. Là, on n'a plus qu'à regarder notre compteur. On nous dit qu'on roule à 130 km/h, ce qui est bien trop rapide. Je dois donc réduire mon allure. Donc, est-ce que je circule à la bonne allure? Non. Réponse B. J'ai le permis depuis 6 mois. Il sera annulé en cas de contrôle positif. Un test de dépistage d'alcool? Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Un test de dépistage de stupéfiants? Oui. Réponse C. Non. Réponse D. Donc j'ai le permis depuis 6 mois. Ça veut dire que je suis jeune conducteur. Si je suis jeune conducteur, ma limite elle est à 0,2 g par litre de sang. Je perds tout de suite mes 6 points sur mon permis de conduire. Comme je suis jeune conducteur et que je n'ai que 6 mois de permis, je démarre avec 6 points déjà. Donc ce qui veut dire que si on m'en enlève 6, je n'ai plus rien. Et dans ce cas-là, mon permis est annulé. Donc en cas de dépistage d'alcool, mon permis sera annulé si je suis jeune conducteur, et ce sera la même chose pour le dépistage de stupéfiants. Ce sera aussi annulé. Donc là, c'était réponse A et C. Je doute des intentions du trottinettiste. Je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ralentis. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, on voit que là, il fait un petit peu le foufou là sur la route. Est-ce qu'il s'amuse à avancer sur une roue sur cette voie-là ou est-ce qu'il va traverser? On ne sait pas. On ne sait pas son intention en fait. Mais comme je suis assez loin de lui, bah, c'est pas non plus un danger immédiat. Donc c'est pas utile là de klaxonner. Je vous rappelle qu'on a le droit de klaxonner en agglomération uniquement en cas de danger immédiat. Là, il n'y a pas une urgence absolue. Il n'y a personne derrière moi non plus. Donc là, il suffit juste de ralentir. Ça me laissera le temps, en fait, de comprendre ses intentions et de m'arrêter, par exemple, s'il chute quand il va remettre sa roue au sol ou quand il va passer ce trottoir. Donc là, est-ce que je klaxonne? Non, réponse B. Est-ce que je ralentis? Oui, bien sûr, réponse C. Donc B et C. Je peux m'arrêter quelques instants sur le trottoir pour téléphoner. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, normalement, c'est interdit d'aller sur un trottoir, sauf si on a une signalisation qui nous l'autorise. Là, vous avez vu, on a un marquage ici, là et là. Donc, ça veut dire que là, ce sont des zones de stationnement. Donc, on a le droit d'utiliser ce trottoir là exceptionnellement parce qu'il y a la signalisation qui nous l'autorise. J'ai le droit de m'arrêter et de stationner ici. Donc, je peux aussi m'arrêter pour utiliser mon téléphone. Ça ne pose pas souci. Donc là, c'était réponse A. Dans cette situation, j'accélère, réponse A, je ralentis, réponse B, je fais un appel lumineux, réponse C, je klaxonne, réponse D. Alors qu'est-ce qu'on peut voir ici? On peut voir que là, il y a une voiture qui nous dépasse dans un premier temps, vous avez vu, et ensuite il y a une autre voiture qui nous dépasse ici et qui va se rabattre tout près de nous. Normalement, elle est censée se rabattre avec une distance minimum entre nous et elle qui est suffisante, une distance de sécurité suffisante. Là, elle se rabat trop tôt. Du coup, elle nous met en danger, aussi bien elle que moi. Donc, pour me remettre en sécurité, il va falloir que je ralentisse moi pour pouvoir reprendre des distances de sécurité correctes entre elle et moi. D'accord? Si je fais un appel lumineux en plein jour, ça sert à rien. Le véhicule devant moi ne verra pas forcément plus ce qui se passe. Si je klaxonne, je risque de lui faire peur. Et là, il risque de faire un coup de volant et ça sera dangereux aussi. Donc, le mieux, c'est de ralentir. Donc là, c'était réponse B. Je reste où je suis, réponse A, ou je m'écarte, réponse B. On observe ici un agent d'entretien qui travaille avec un moteur dans le dos qui fait du bruit, un casque sur les oreilles, donc il ne nous entend pas du tout. En plus, il nous tourne le dos, donc il ne nous voit pas arriver. Le risque là est très important, qu'il recule un petit peu et qu'il perde l'équilibre. En plus, il est sur le bord du trottoir. Donc là, je ne dois surtout pas rester dans cet axe-là, là où je suis. Je dois absolument m'écarter en respectant un intervalle d'1 mètre au minimum, parce que là, c'est plus dangereux qu'habituellement, même s'il est sur le trottoir. Donc là, c'est réponse B, je m'écarte. Après avoir bu de l'alcool, une boisson énergisante réduit l'alcoolémie. Oui, réponse A. Non, réponse B. Réduit les effets de l'alcool. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Les boissons énergisantes, là, ça ne détruit pas la molécule d'alcool qui est présente dans votre sang. Donc, ça ne va pas réduire l'alcoolémie et ça ne va pas réduire non plus les effets de l'alcool. Le danger sera toujours le même. Donc, c'était réponse B et D. En appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée. Sur le pare-brise avant, oui, réponse A, non, réponse B. Sur la lunette arrière, oui, réponse C, non, réponse D. Ce symbole-là correspond bien à la lunette arrière, donc c'est bien pour dégivrer la lunette arrière. À ne pas confondre avec celui-ci, qui est là pour le dégivrage avant, donc de ce côté-là. Alors la petite astuce pour retenir, c'est que souvent la lunette arrière est rectangulaire, c'est pour ça qu'ils ont fait ça de forme rectangulaire. Le pare-brise avant, lui, est plus évasé, plus en forme de V, donc c'est bien ces formes-là de symboles qu'il faut retenir. Rectangulaire pour l'arrière, évasé pour l'avant. Donc là, en appuyant sur le bouton de dégivrage, je pourrais faire disparaître la buée sur le pare-brise avant. Non, c'est ce symbole-là, donc c'est uniquement à l'arrière. Donc B pour le pare-brise avant, et pour le pare-brise et la lunette arrière, C. Donc réponse B et C. L'étiquette énergie informe de la consommation de carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Du taux de rejet en CO2, oui, réponse C, non, réponse D. Alors l'intérêt de l'étiquette énergie, ça vous permet de comparer les différents véhicules en fait au moment où vous allez choisir votre véhicule. Alors qu'est-ce qu'on voit sur l'étiquette énergie? Eh bien dans un premier temps, on va voir l'identification du véhicule avec la marque, le modèle et la version. Il y aura aussi le carburant du véhicule utilisé sur ce véhicule-là. Ensuite, nous verrons la consommation du véhicule. Donc c'est par litre pour 100 km. Il y aura ensuite donc l'émission en CO2 qui est toujours exprimée en grammes par kilomètre et la classification énergétique. Donc savoir si vous situez de A entre A et G, sachant qu'il y a 7 niveaux A, B, C, D, E, F, G. Et donc évidemment, plus on va au rouge, plus ça pollue. Donc la question était, l'étiquette énergie informe de la consommation de carburant? Oui, ici. Et du taux de rejet en CO2, oui, ici, ça sera en grammes par kilomètre. Donc là, c'était réponse A et C. Chaque année, les accidents mortels dus à des conducteurs en état d'ébriété font environ 500 victimes, réponse A, 1000 victimes, réponse B, 1500 victimes, réponse C, 2000 victimes, réponse D. Alors ça, c'est à apprendre par cœur, hein. Il faut savoir que l'alcool, c'est à peu près, tous les ans, hein, c'est à peu près 30% des accidents. Ça, je vous conseille de le noter, hein, si vous le savez pas trop. 30% des accidents. Et donc, ça fait à peu près tous les ans 1000 victimes. 1000 décès. Donc là, c'était réponse B. Dans tous les cas, je dois pouvoir présenter aux forces de l'ordre l'attestation d'assurance. Oui, réponse A. Non, réponse B. La vignette du contrôle technique. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Donc en cas de contrôle, tous les conducteurs doivent pouvoir en effet présenter l'attestation d'assurance. Donc là, c'était réponse A. Ensuite, la vignette du contrôle technique. Alors attention, c'est un petit piège, parce que là, on vous dit dans tous les cas de figure qu'on ait un véhicule neuf ou pas un véhicule neuf. Or, je ne dois présenter, moi, mon contrôle technique à partir du moment où mon véhicule a plus de 4 ans. Donc, ce n'est pas le cas pour tous les conducteurs. Donc, est-ce que je dois présenter l'attestation d'assurance? Oui, réponse A. La vignette du contrôle technique? Eh bien, non, réponse D, parce que c'est pas le cas pour tous les conducteurs. Je reste où je suis? Réponse A. Ou je m'écarte? Réponse B. Alors là, qu'est-ce que vous pouvez voir? On voit que il y a de la neige, c'est tout blanc partout, et il y a un piéton. Il nous regarde, mais il peut très bien décider de reculer un petit peu, par exemple pour fermer sa portière. Ça peut être une explication en se disant « moi c'est bon, il m'a vu, moi je vais faire ce que j'ai à faire ». Cette personne-là, elle peut très bien glisser et tomber sur la route. Et moi, en plus de ça, là, je vais avoir du mal à freiner et à m'arrêter rapidement, puisque ça va être glissant, vous en doutez bien, quand on voit l'état du sol, on se dit bien que c'est glissant. En plus de ça, donc non seulement il y a la dame qui est là, et derrière, vous avez vu, il y a une voiture qui est en train de sortir. Elle a bien avancé son devant déjà. Donc c'est un deuxième danger supplémentaire. Donc là, il vaut mieux s'écarter au cas où, pour éviter tout accident. Donc je vais m'écarter, mais je vais aussi ralentir. On ne vous pose pas la question sur cette diapo-là, mais si on avait à vous la poser, il faudrait ralentir aussi, d'accord? Donc en aucun cas je reste où je suis, je vais m'écarter un petit peu pour augmenter mes distances de sécurité. Donc réponse B. En période probatoire, avec un taux d'alcool de 0,10 mg par litre d'air expiré, je risque une perte de 3 points, réponse A, 6 points, réponse B. Alors, pour cette question, il y a deux façons, d'ailleurs, à pas confondre, pour mesurer l'alcoolémie. Il y a l'éthylomètre, qui lui mesure l'alcool en milligrammes par litre d'air expiré, c'est-à-dire que là, vous soufflez dans l'appareil, comme celui-ci, et puis il y a la prise de sang. Et la prise de sang, elle mesure l'alcool en grammes par litre de sang. Alors pour les conducteurs en période probatoire, la limite elle est de 0,10 mg par litre d'air expiré. Et pour les en litres de sang là, donc pour la prise de sang, la limite elle va être à 0,20 g par litre de sang. Ça, vous devez le savoir par cœur. Vous l'aurez très souvent cette question-là, donc apprenez-le par cœur. Comme je vous ai dit dans la formation, vous vous faites une petite fiche, si vous avez eu un doute ou si vous ne savez pas, vous vous faites une petite fiche et vous faites comme je vous ai expliqué dans la formation. Ensuite, si je suis positif, du coup, c'est-à-dire que j'ai dépassé la limite autorisée, dans ce cas-là, je suis sanctionné, c'est-à-dire que je prends 6 points en moins. Donc là, j'ai 6 points en moins sur mon permis de conduire. Ce qui fait que si vous êtes en tout début de période probatoire, vous perdez votre permis de conduire. Donc là, c'était réponse B. Je dépasse le bus par la droite. Oui. Réponse A. Non. Réponse B. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? Nous, on peut voir que ici, il y a une voie réservée, qui n'est pas large, donc ça doit être une voie réservée pour les cyclistes.
Ensuite, il y a une voie de circulation normale. Et ici, on a de nouveau des pointillés resserrés. En plus, vous avez de la chance, c'est écrit bus. Mais ça veut dire que c'est une voie réservée. Les pointillés sont resserrés et puis larges. C'est pas des pointillés normaux. Donc, c'est une voie réservée. Donc, lui doit rester dans cette voie-là. Si le bus veut quitter cette voie réservée, dans ce cas-là, il faudra qu'il mette un clignotant. Et il devra nous laisser passer. Il ne sera pas prioritaire parce qu'il quitte sa voie réservée. Sauf si nous, on avait eu un panneau céder le passage ou quelque chose comme ça. Mais là, il n'y a aucune signalisation particulière. Donc, il n'est pas prioritaire. Donc, ce qui fait qu'il doit rester sur cette voie-là. Et là, c'est un des rares cas où on a le droit de dépasser par la droite. Donc là, c'était réponse A. Une remorque doit posséder sa propre plaque d'immatriculation à partir d'un PTAC supérieur à 750 kg, réponse A, 500 kg, réponse B. Et ceux qui sont inscrits donc à la formation avec les petites astuces gratuites pour pouvoir progresser rapidement, c'était une des fiches que je vous avais données à réviser ça, pour pouvoir bien répondre aujourd'hui. Donc on va voir ça. Une remorque doit posséder sa carte grise à partir d'un PTAC. Donc le PTAC, ça veut dire poids total autorisé en charge, d'accord? Ça c'est à apprendre par cœur. PTAC, poids total autorisé en charge, qui est supérieur à 500 kg. Ça, si vous ne le savez pas, vous vous refaites une petite fiche comme je vous explique dans la formation, et puis vous la révisez un petit peu tous les jours. C'est indispensable à savoir. Quand c'est supérieur à 500 kg, la remorque doit posséder sa propre plaque d'immatriculation. Alors, réponse B, 500 kg.